Ok, on va pouvoir lancer le podcast. Et oui, parce que c'est un podcast. Salut rares personnes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Au Cinéma. Bon, alors maintenant, on fait quoi? Vous n'êtes pas allé au cinéma? Non, je préfère boire un coup de pinard. On peut dire vous m'emmerdez, mais tu m'emmerdes, c'est trop compliqué. Change-toi les idées, je sais pas moi, va au cinéma. Au cinéma, c'est toujours plus beau. Vous avez la possibilité de regarder cette vidéo sur YouTube ou de l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. Deezer, Spotify, Apple Music et j'en passe. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker et faire tout ce qu'il faut pour créer de l'engagement autour de ces épisodes si ça te plaît. En tout cas, dans ce podcast-là, j'ai toujours envie de parler de 3 films, mais pour cette fois-là, on va peut-être en parler de 4. Parce que j'ai vu 3 films en avant-première qui sortent le jour de la sortie de cet épisode-là. J'ai vu La Femme 2, j'ai vu L'Enfant du désert et j'ai vu Le Cri des gardes. Et en plus, je vais vous parler de Amour de Haneke que j'ai vu spécialement en référence avec La Femme 2. Et pour commencer, on va parler du film qui sera le plus distribué de ceux que j'ai vus, qui est L'Enfant du désert. Alors, il fit ce qu'aucun enfant n'aurait jamais osé faire. Adara adopta le désert. Sun, âgé de 14 ans, a publié un livre inspiré d'une histoire que son grand-père lui racontait, l'incroyable histoire d'Adara. Un enfant nomade perdu par sa famille à l'âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d'autruches. Mais lorsque Sun est invité à visiter le Sahara, elle se rend compte qu'Adara est peut-être plus qu'une simple histoire pour s'endormir. Et ce film-là, je vais être très radical, mais je vais bien sûr vous expliquer pourquoi, est une énorme merde. Quand je vous dis horrible, je pèse mes mots. Alors c'est là où je vais prendre mes notes et que ça va être le bordel. Alors, déjà le film commence sur quelque chose que je trouve très intéressant d'aborder, c'est toujours les mentions de « ceci est une histoire vraie ». En quoi ça t'ajoute personnellement, de savoir que le film que tu vas voir emprunte à une histoire sombrement vraie, de très très loin, qui sera remaniée pour le film. Ça n'a pas d'intérêt. Il y a quelques films qui, je trouve, exploitent plutôt bien ça, comme par exemple Pain and Gain de Michael Bay. Oui, je prends Michael Bay en exemple. Michael Bay qui fait un film où il mentionne qu'elle est inspirée d'une histoire vraie, pour que plus tard dans le film, cette mention d'histoire vraie devienne une blague tellement les situations sont loufoques. Ça sert légèrement à la narration, ça sert surtout pour une blague qui est vraiment réussi dans le film No Pain No Gain. Là, dans le film L'Enfant du désert, j'ai plus l'impression qu'on essaye d'happer un certain public en leur disant « c'est une histoire vraie, donc déjà tu vas avoir un peu plus de sympathie pour cette histoire-là ». On essaie déjà de taper une forme de bienveillance et de sympathie envers le film. Ce qui, je trouve, est plutôt malhonnête. Je disais ça avec Super Mario, avec l'utilisation de musique qui avait déjà des good vibes pour finalement que le spectateur puisse se reposer sur l'émotion de la musique et pas sur la scène, parce que finalement dans la scène on n'arrive pas à transmettre l'émotion qu'on souhaite donner, du coup on va utiliser une musique qui va le faire à notre place. Et bien la mention de l'histoire vraie, c'est un peu la même chose. Et c'est déjà un premier problème. Deuxième problème du film, c'est quoi? Le film est doublé, je vais vous expliquer un peu. Le film est un film français. Il est en français, tout ce que j'ai regardé, les séances sont en français, voilà, le film est français. Je sais pas si c'est lié à l'avant-première que j'ai regardé, mais on dirait que de nombreuses scènes ont été filmées en langue étrangère, certainement en anglais ou encore une autre langue, et que par-dessus on a doublé en français. J'ai pas de problème avec les versions doublées en règle générale, hein. Moi je regarde principalement mes films en version originale, mais j'ai pas de problème lorsque je suis accompagné de potes de regarder le film en VF. Vraiment, ce n'est pas un souci pour moi. En plus en France on est un des pays qui double le mieux, on est reconnu à l'international pour ça, donc je n'ai pas de souci avec la VF. Par contre, la VF qui est intégrée dans ce film-là, qui a l'air, hein, parce que vraiment je vous dis, la bouche ne colle absolument pas, elle est tellement catastrophique, c'est surjoué, c'est suramené, c'est le son est pas bon non plus. Le calage au son avec l'ambiance, on a l'impression que l'enregistrement se fait dans une pièce courte alors qu'il est dans une pièce plutôt grande avec du monde. Donc le son, la résonance du son doit pas être du tout la même que celle qu'on entend. Donc ça marche pas du tout. Et ça revient quelquefois, surtout un producteur américain qui a l'air d'avoir été enregistré en anglais et après redoublé en français, quand il va se mettre à péter un câble, comment c'est mal joué, oh là là! Et je finis avec un argument léger avant de parler concrètement de la mise en scène. La police d'écriture donne le ton du film. Une police d'écriture, on utilise très rarement la police très basique qu'on a sur nos logiciels de montage, on va chercher des polices d'écriture à part. Faut savoir qu'en plus il y a des droits d'auteur sur les polices d'écriture, ce qui peut rendre la tâche un peu compliquée. Mais on fait toujours en sorte d'avoir une police d'écriture propre et lisse, en raccord avec le film en question. Je veux dire, tu fais un film historique, il y aura beaucoup de police avec des débordements, avec des... Je vous le montre à l'image, désolé pour la version audio. Une police à la New York Times, voilà. Quand on a ce style de police, en fait tout de suite on identifie côté historique
historiques, des vieilles polices, donc du coup on a l'impression d'être dans un ancien temps. Quand on va voir celle d'Avatar, c'est une police très exotique qui va t'identifier dans cet univers-là. La police, ça raconte beaucoup de choses et ça te permet aussi de t'immiscer dans cette histoire. Et ben là, à l'image du film et de ce qu'on va voir tout le reste du film, la police d'écriture, c'est la même qui est utilisée dans les logiciels de montage, c'est la plus basique, la plus moche, la plus moins caractérisée, la moins personnelle. Et je l'ai pris comme une alerte et ça s'est confirmé que c'est à l'image du film. On sait pas ce qu'on fait. On fait des images. On est là pour rendre un film, mais on n'est pas là pour faire un bon film. Et ça se voit aussi dans la mise en scène. Et c'est là où ça va être important que je vous en parle. La mise en scène, elle est complètement pétée. Elle n'a aucun sens. À aucun moment, on souhaite poser un cadre et vouloir profiter de ce qu'on souhaite filmer. Notamment le début, on va voir la séquence de signature, d'autographes, de bouquins, tout ça. La manière dont ça a été découpé, on sent que ça a été posé comme si on faisait une captation sans y apporter un grain de mise en scène, en voulant apporter des champs contre champs qui raconteraient quelque chose, une certaine forme de position. On veut rien raconter, on veut juste dynamiser la scène. Donc on va multiplier les axes sans signification et c'est pas possible. La mise en scène, elle est complètement pétée du cul. Elle est pétée du cul tellement où je ne peux même pas vous la qualifier, je peux même pas vous dire comment elle a été réfléchie. Parce qu'au moins une mise en scène, même quand je la trouve pas satisfaisante, souvent c'est parce que je suis pas en accord avec la forme de la mise en scène. Souvent c'est parce que la mise en scène c'est propre à chacun, comme ce qu'on peut apprécier dans un récit ou pas, et donc la mise en scène c'est pareil. Des fois c'est juste que j'aime pas la mise en scène, mais elle a toujours un sens. Juste ce sens-là me convient pas. Et ben là je pense qu'il ne sait même pas ce qu'il fait, ou en tout cas il n'a pas pour volonté de vouloir y réfléchir et de juste de poser la cam en arrivant sur le tournage en disant voilà on fait ça, 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 ça. Qu'est-ce qui nous permet de faire aujourd'hui en termes de planning? On peut faire 3 plans, on va faire ces 3 plans là. Mais qu'est-ce que ces 3 plans te racontent plus qu'autre chose? Réellement rien du tout. Et même la construction narrative du film. On commence dans un truc d'autographe qui va raconter sa fausse histoire. Ensuite, elle va aller dans le pays en question pour découvrir après la vraie histoire. Mais la durée qu'on donne à te raconter la réelle histoire, qui aurait pu durer que quelques plans, quand tu vois ce qui en est fait, ce qui en est montré, ça t'apporte rien dans l'histoire, ça ne te divertit pas. Et toujours dans ce truc un peu malhonnête de vouloir suggérer de la sympathie envers le film, mais pas parce que le film le crée, mais parce qu'il va utiliser des ressorts, des poncifs qui, eux, le procurent, comme par exemple les animaux mignons. On va avoir... Attends, j'ai marqué, c'était quoi l'animal? Putain, j'étais persuadé de l'avoir noté. Mais ça se trouve, j'arrive juste pas à me relire. T'as un animal mignon qui est aussi petit qu'une belette, mais qui va avoir un capital sympathie comme peut avoir un chien pour les films pour enfants. Sauf que cet animal-là n'apporte rien à la narration, n'apporte rien à ce personnage-là. Et en fait, on va toujours te surexpliciter les choses parce qu'on te prend vraiment pour un débile. Par exemple, le film est raconté par une fille au début, et donc après, c'est ce qu'elle raconte qui est illustré. Mais le problème, c'est que en mise en scène, pourquoi te montrer si elle le dit à la voix? Donc pourquoi elle le dit à la voix si on te montre à l'image? À un moment, il faut faire un choix sur les deux. Il faut soit tu montres à l'image, soit tu montres le récit par la voix. Et même par la voix, c'est-à-dire qu'à l'image, il faut montrer autre chose, il faut faire une contre-proposition, il faut faire une métaphore, il faut faire quelque chose de différent de ce qui est raconté à l'oral. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et quand on te fait les deux, c'est vraiment qu'on te prend pour un neuneu. C'est qu'on te dit, la personne, elle va pas comprendre l'image. Ou qu'on a été flemmard sur la narration. On n'a pas voulu réfléchir pour amener quelque chose de différent. C'est au mieux de la maladresse, et c'est au pire nous prendre pour des cons. Et en plus, ils respectent même pas une forme de cohérence avec cette narration à haute voix, avec la voix off. Parce qu'au début, c'est elle qui raconte l'histoire, donc du coup, on entend sa voix. Ensuite, c'est une autre fille qui va raconter l'histoire, donc on entend la voix de l'autre fille. Et puis après, la première fille va lire les écrits de quelqu'un d'autre, mais c'est elle qui raconte. Mais du coup, est-ce que c'est sa voix qu'on entend? Eh ben non. C'est pas possible. Au minima, quand tu installes une règle, essaie d'être cohérent, et si tu veux la transgresser, c'est pour que ça puisse raconter quelque chose. Mais ça le fait jamais. Par contre, ça donne plus de thunes à l'acteur. Et le jeu d'acteur des enfants, il va pas du tout. Je vous ai dit, le doublage, il est pas bon non plus. Ça avait déjà été dit. Le film est beaucoup trop long parce que surexplicité et surtout te montre des choses où il se passe véritablement rien dans le récit, dans la narration. Et par contre, voilà, je voudrais quand même dire quelque chose de positif pour le film, c'est qu'ils ont l'air d'avoir filmé assez régulièrement, véritablement le désert. Pas tout le temps. On voit des fois des différences. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est en carton-pâte et qu'est-ce qui est en effet numérique derrière. Comme au début du film où le gamin il arrive dans une grotte, on voit bien que quand il sort de la grotte, c'est pas une grotte, je sais plus si c'est des grottes ou un tas de cailloux. En tout cas, on est sur une sorte de tas de cailloux et en arrière ça se voit que c'est de la 3D. Mais c'est pas ultra visible non plus, soyons honnêtes. Et en règle générale, ça a l'air d'être des vrais déserts, des vrais décors qui sont filmés et ça c'est quand même assez honorable, c'est assez louable et c'est important de le noter. En tout cas, c'est plaisant et c'est cool de voir ces démarches-là. Mais c'est dommage de voir cette démarche
démarche-là pour un film qui est aussi naze. Parce qu'un film pour enfants, je sais que plein de gens peuvent contre-argumenter en disant oui, mais c'est un film pour enfants. Mais d'autant plus, un film pour enfants, ton enfant, élève-le, évite de lui transmettre comme message qu'on le prend pour un demeuré. Justement, c'est quelqu'un qui est en construction, c'est quelqu'un qui a besoin d'être pris presque comme déjà pour un adulte. Alors c'est sûr qu'il y aura plein de notions qu'il ne comprendra pas, mais c'est pour ça que des films comme Pixar, des films comme Disney arrivaient à insérer des thèmes forts, des thèmes matures et arrivaient, encore une fois, à avoir des mises en scène sympathiques. Et en fait, tout ça, ça aide à ton enfant d'apprécier une certaine qualité, ça va le forger un regard. Après, ce sera à lui de forger son propre avis et à l'avenir peut-être décider que c'est pas ce qui va lui plaire. C'est important de pas prendre son enfant pour plus con que ce qu'il ne l'est ou de ce qu'il va devenir. Et le film est une énorme insulte à ça. Donc là, en fait, je reste plutôt calme. Alors, au fond de moi, j'étais en colère absolue devant le film. J'avais envie de partir toutes les 2 minutes. Mais ouais, c'est vraiment un film qu'il faut absolument pas voir. Absolument pas. C'est vraiment un visionnage douloureux pour sa mise en scène, pour les problèmes de doublage, pour le vide intersidéral que procure le film. Je vous le recommande absolument pas du tout. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, j'aimerais donner un petit mot sur le cri des gardes. So the scars on your face. Don't abandon me. I have no responsibility. Anybody. J'aimerais me dire un petit mot parce qu'en fait, je sens que c'est un cinéma qui ne me parle pas. J'ai pas trouvé que tout était acheté, j'ai pas trouvé que tout était extraordinaire. C'était un film qui était hyper passionnant d'analyse et je pense que la manière dont je vais vous le présenter, ce sera pas du tout la manière dont vous allez le percevoir. Je pense avoir été assez mesuré avec le film sur la réception critique que j'en ai, mais je pense sincèrement que c'est un film style ça passe ou ça casse. Soit vous surkiffez le film, soit vous détestez le film. Donc c'est un vrai risque que vous allez prendre si vous souhaitez le voir. En tout cas, moi je vais vous dire quand même 2-3 petits trucs dessus parce que il y a quand même des choses assez intéressantes dans le film. Déjà, il faut savoir que c'est un film français de Denis Clair, si je dis pas de bêtises, de Claire Denis, pardon. J'ai inversé les deux. Un vaste chantier de travaux publics en Afrique de l'Ouest. Horn, le patron, et Cal, un jeune ingénieur, partagent une habitation provisoire derrière les doubles grilles de l'enceinte réservée aux blancs. Léon, future épouse de Horn, arrive d'Europe le soir même où un homme qui s'est introduit par effraction surgit derrière les grilles. Il s'appelle Albouri et ne quittera pas les lieux tant qu'on ne lui aura pas rendu le corps de son frère, mort sur le chantier. Pour globaliser un tout petit peu avant de rentrer un peu en détail, je trouvais le film très intéressant, mais beaucoup trop long pour ce qui nous est raconté à l'image. En fait, j'aurais préféré que ce soit un court-métrage. Le film dure 1h50 et c'est vrai que je trouve pas tout passionnant dans le film. C'est un film français, mais c'est un film qui est entièrement filmé en anglais. Et ça, déjà, c'est une démarche qui est assez intéressante. Même les sous-titres, même les titres d'exploitation, tout est en anglais. Et en fait, ça vient que c'est une histoire de réel chantier qu'on retrouve en Afrique et c'est des personnes qui parlent en majorité en anglais. Et donc, tout l'intérêt du film était de s'approcher du réel, de s'approcher d'une forme de vérité. Et en fait, c'est toute la démarche du film. Et dans cette démarche de vérité, il va vouloir créer de l'ennui. Parce que ce sont des personnages qui s'ennuient, parce que c'est des personnages qui vont créer de l'ennui chez d'autres. L'ennui plane au-dessus d'eux et va créer une tension naissante entre chaque personnage. Mais ça pose une question qu'on va revenir sur un autre film que je vais dire en fin d'émission. Est-ce que pour parler d'ennui, on a besoin de faire un film ennuyeux? Est-ce qu'on a besoin de faire ressentir l'ennui auprès du spectateur pour parler d'ennui dans le film? Et ben moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que la démarche de réalité et de créer quelque chose de concret avec cet ennui est intéressant. Mais moi c'est pas ce qui me plaît, c'est pas ce qui me satisfait de voir ou de ressentir devant un film. Je trouve qu'un film de Sofia Coppola qui parle toujours d'ennui, son cinéma parle d'ennui. Je me suis jamais ennuyé devant un de ses films, alors que ces personnages s'ennuient profondément. Mais il se passe toujours quelque chose dans l'image, il se passe toujours quelque chose dans ce que ça veut raconter, il se passe toujours quelque chose dans la narration. Donc du coup, on parle d'ennui et on ne s'ennuie pas dans les films de Sofia Coppola. Alors que là, dans ce film là, il y a des moments de longueur absolue et des fois c'est un peu dur à rester ou pas s'endormir. La chose qui me passionne quand même le plus, c'est un film qui est adapté d'une pièce de théâtre. Et il en fait quelque chose de cette forme un peu théâtrale avec ces personnages qui se parlent derrière un grillage. Je trouve que la mise en scène arrive plutôt bien à se renouveler en début de film avec ces deux personnages qui sont séparés par le grillage et puis au fur et à mesure de leur conversation, la caméra va choisir d'intégrer le grillage entre les deux ou pas. Donc des fois, tu as la caméra qui est derrière le grillage avec le personnage qui est de l'autre côté et du coup tu vois le grillage face au visage du personnage quand il est très renfermé et quand il va commencer
commencer à s'ouvrir et à discuter de manière un petit peu plus conviviale. Le grillage ne sera plus entre le personnage et la caméra, mais cette fois-ci en dehors du champ et la caméra filme directement la personne. Il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants qui vont être filmés de cette manière-là. Des fois, on va changer d'axe avec la caméra et donc on va faire une vraie perturbation dans le discours des deux. Puis en plus, c'est un discours qui est très évolutif. On sent qu'on est sur un double jeu sur l'un et l'autre qui va être très réservé et qui à un moment va s'ouvrir un tout petit peu plus pour se refermer. C'est hyper intéressant ce qui se passe dans le cadre. C'est très évolutif et c'est vraiment plaisant à regarder. Et je me suis dit, ouah, s'ils font un film entier sur ça, ce serait en vrai passionnant s'ils arrivaient à créer de la hauteur et créer quelque chose différent tout le long. Et en fait, le film va apporter ce personnage féminin qui pour moi permet juste de montrer la violence que va faire ces personnages blancs envers tous les autres personnages. Pour moi, c'est plus un personnage qui va être à nouveau victime. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir un personnage, qui est là pour remplir un rôle démonstratif aux autres personnages et pas venant d'elle-même. Et du coup, j'ai peu de nuances. D'autant plus qu'il y a que 4 personnages, dont un qu'on ne saura absolument presque rien du tout. C'est une forme vraiment à part. C'est un cinéma vraiment à part et j'étais très perturbé devant le film à me dire putain, il y a des trucs à piocher qui sont hyper intéressants et d'autres fois, j'arrive pas à me nourrir, j'arrive pas à être satisfait de mon visionnage et pour autant, je vois quelque chose de complètement différent. Ce qui, pour l'instant, pour moi, je trouvais que c'était un défaut au moment du visionnage, mais plus j'y repense, plus je me dis c'est une manière de cinéma complètement à part de faire, ce qui reste intéressant, mais je vous avoue, j'y retournerai pas une deuxième fois. Dans les choses qui sont absolument pas achetées, la colorimétrie du film, elle joue parfaitement avec cette ambiance rougeâtre qu'on va avoir en plein jour avec ces terres qui sont rouges, la colorimétrie sur la nuit qui est hyper satisfaisante avec toute l'ambiance, on va dire un peu lumineuse qui va être teintée de bleu et les éléments comme cette tour vont être complètement plongés dans le noir. On a un contraste assez prononcé sur cette nuit. C'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant sur le visionnage aussi. Ça nourrit plein de choses, ça parle de plein de choses. En fait, je suis sorti du film en me disant j'ai l'impression d'avoir vu En attendant Godot. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir vu une ambiance, un mood de En attendant Godot. C'est trop bizarre, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu face à ce film-là. Et donc pour finir, la conclusion, c'est un peu... j'étais très perturbé pour mon visionnage, lors de mon visionnage, mais je pense que c'est peut-être lié à un manque de culture et de connaissances sur ce cinéma-là qui veut être un poil plus métaphorique, qui peut être plus compliqué d'accès, mais qui n'est peut-être pas moins intéressant. Voilà, donc si jamais vous avez des recommandations qui sont dans le style de Claire Denis, dans le style un peu En attendant Godot, et que vous voulez me les transmettre, partagez-les moi. Je pense qu'on y gagne tous à s'enrichir, à en voir un petit peu plus, même si on n'aime pas dans la finalité. Parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi, mais je reste un peu ouvert à ce cinéma-là, en tout cas par curiosité. Voilà, ça c'était pour Le Cri des Gardes. Mais c'est pas le seul film que j'ai vu en avant-première qui sort aujourd'hui. En tout cas, on parle de La Femme de... C'est sûr que quand on est un casella, on n'a pas les moyens de se payer quelqu'un qui viendrait le matin pour lui faire la toilette et puis l'écouter radoter. Puis on se demande bien à quoi serviraient vos femmes. Marianne, femme d'un riche industriel, enviée et admirée, épouse modèle et mère de famille dévouée, elle va avoir 40 ans et le confort de la vaste demeure familiale a lentement refermé sur elle son piège impitoyable. Prisonnière d'un réseau d'obligations sociales, familiales et conjugales, complice de son propre effacement, elle a, sans même s'en apercevoir, renoncé à elle-même. Alors qu'en ressurgit l'ombre de son passé, une brèche s'ouvre. Une autre vie serait-elle possible et à quel prix? Ça fait un petit moment maintenant que j'ai vu le film en avant-première et le film se fait un petit peu déboîter sur internet et donc je vais être la seule force positive sur le film, donc allons-y, on va le défendre seul contre tous. Allons-y, let's go. Je trouve que le réel intérêt du film, ça va être son cadre, ça va être sa mise en scène. Je trouve que c'est vraiment là où je me suis énormément nourri dans le film. Je trouvais que c'était là où il était le plus intéressant parce qu'il a réussi à vraiment être dans le propos du film et en même temps être hyper enrichissant. Alors, on a notamment au tout début du film, on a un plan qui est super long sur cette fille qui va se faire accoster, qui va se faire emmerder. Et je trouve qu'il y a une sensation que j'ai quand je regarde du Gaspard Noé, c'est que quand on va te montrer une forme de violence, on va vouloir la filmer longtemps. On va vouloir te la faire subir avec toi en tant que spectateur, de dire tu es incapable d'interagir avec ça et du coup, on va te faire regarder ça très longtemps. C'est une notion de mise en scène qui me parle bien. On te montre la violence par de la violence un peu, parce que c'est quelque chose de violent, je trouve, de vouloir te forcer le regard sur, en l'occurrence, cette femme qui se fait accoster et qui se fait emmerder et que personne n'interagit, personne ne veut intervenir. Et donc, elle va vouloir partir et elle va rentrer dans ce bus-là. Et dans le bus, on va avoir un plan d'elle qui se fait un peu submerger par la foule, où elle est vraiment très petite au milieu du cadre, avec cette foule qui remplit tout le reste du cadre. Donc, on sent cet étouffement, ce truc
truc social qui la bouffe. Ça m'a plutôt plu, ça m'a plutôt intéressé. En plus, la photo, elle est super jolie. C'est une image qui est très contrastée, très chaleureuse. C'est assez plaisant de la regarder. Le premier bémol que j'ai avec ce film-là, ça va être l'exposition du début qui est assez abusée, surtout dans les dialogues. Les dialogues sont très écrits, sont très on te dit, on te balance les infos, alors qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, tu te balances pas autant d'infos récapitulatives de la situation. Le ratio du film, il a l'air d'être un peu plus serré que du 16:9. C'est pas du 4/3, c'est pas du 7/9, ça a l'air d'être plus proche du 16/9, mais voilà, plus petit. En tout cas, c'est ce que j'avais décelé au moment du visionnage du film. Ah, ça va couper, la batterie va couper. Ok, obligé de couper. Mais du coup, ça a tourné la cam ou pas? Je sais pas, ça a dû changer. Je sais pas comment. Tant pis. Tout l'enjeu scénaristique du film, c'est de voir comment cette femme s'est fait bouffer à force d'être au service des autres, mais que personne n'est au service d'elle. Nous, on débarque en tant que spectateurs qui arrivons sur la situation finale. Et elle, c'est comment elle va venir repenser aux choses, comment se rappeler que chaque élément l'a bouffé petit à petit et qu'est-ce qui l'a amené à cette situation finale-là. Parce que finalement, au début, tout allait bien. Comment ça se fait qu'on passe d'un état de tout va bien à je suis hyper dépressive et j'ai même carrément une fille qui me dit je suis morte. Tout l'enjeu et tout l'intérêt qu'on a nous en tant que spectateurs, c'est de voir ça et de la voir analyser cette situation-là. Et le cadre va jouer de ça. Le cadre la met très souvent, elle l'exclut, la met en bord de cadre. Il y a un plan notamment où elle est à côté d'un arbre, si je dis pas de bêtises, où elle est vraiment coupée en deux. C'est hyper intéressant dans ce que ça amène dans l'image, dans ce que ça amène comme réflexion dans l'histoire et dans sa manière d'être exclue. C'est hyper intéressant de voir ça. Et le cadre va revenir en mouvement quand elle va se mettre à rencontrer cette fameuse personne du passé, fameuse personne d'ailleurs du passé qu'on identifie immédiatement avec le jeu d'un regard, la cam qui est dispositionnée de la même manière qu'au tout début du film. Et du coup, on réidentifie ça d'un coup. C'est hyper malin, c'est hyper intéressant. C'est super bien amené, même si c'était deux contextes, deux lieux différents, deux époques différentes. On a tout de suite l'identification de ok, c'est cette personne-là, c'est la personne du bus à ce moment-là, parce que le plan est construit de la même manière et qu'aucun autre plan avait été construit comme ça tout au long du film. Et du coup, d'avoir cette répétition, toi en tant que spectateur, hop, ça te fait ressurgir cette émotion-là, ça te fait ressurgir ce passé-là également, parce qu'on l'a eu en commun avec le personnage. Il faut savoir qu'en règle générale, je suis pas un grand fervent de ce qui est des flashbacks. J'aime pas les flashbacks qui sont là pour dire un truc que la mise en scène ou le scénario n'a pas réussi à t'amener comme information, ou t'amener un élément de fin en te disant tiens, voilà, en fait c'est ça la clé, on savait pas où la foutre, on l'a foutu là. Je préfère des flashbacks qui vont venir créer toute une histoire parallèle ou créer toute une vision différente, où on te met des flashbacks qui sont pas de vrais flashbacks, un peu la manière dont on retrouve dans les 500 jours ensemble. Je trouve que l'utilisation des flashbacks est hyper bien amenée. Et ben dans ce flashback, on a un flashback qui vient dans le film, qui est tout aussi intéressant parce qu'il vient apporter une information hyper cruciale. Je sais, ça peut être un peu un spoil ce que je vais vous dire, mais en fait on retrouve le passé des deux personnages principaux du film, donc la femme et le mari. On les retrouve dans leur jeunesse, on leur voit un peu dans la fougue de la jeunesse, on leur voit dans un côté sympathie. Donc au début tu te dis ok, ils avaient vraiment bien vécu, ils avaient vraiment été heureux dans leur vie. Donc c'est une information qu'on avait potentiellement déjà, mais qui se confirme, donc tu dis ok, bon, pourquoi pas. Et en fait, la scène se termine sur un élément qui te fait dire que en fait, ce mec-là était un connard dès le départ, et que ce mec-là était destiné à être ce qu'il va devenir et plus tard. Et ce plus tard-là, c'est le présent qu'on a nous en voyant le film. C'est une utilisation du flashback hyper intéressante. Et le film apporte cette notion de personnage qui va essayer de prendre fuite, mais qui ne peut pas prendre fuite parce qu'elle a des responsabilités, parce que même en prenant fuite, elle a des éléments dont son fils qui l'empêchent de prendre véritablement fuite, parce que lui, il est toujours attaché à ça, accroché à ça, et que du coup, pour prendre la fuite, il faut accepter de potentiellement abandonner certaines choses, en tout cas certains liens aussi faussement importants qu'elle l'ait cru. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. En tout cas, la relation mère-fils, elle est hyper soudée de son côté, mais elle se rend bien compte que son fils lui rend pas vraiment l'appareil, même s'il est très très jeune. En réalité, il a un plus grand affect et amour pour son grand-père qu'elle ne peut pas apprécier correctement au vu de ce qui se passe dans le film, et donc elle doit accepter que potentiellement de pas autant aimer son fils comme elle l'a autant aimé jusqu'ici, parce que de par cet amour, elle s'enferme dans quelque chose qui va la détruire et qui l'a détruit déjà, et donc il faut accepter de s'éloigner de son fils pour elle revivre. Tu abandonnes nombreux moments de vie, tu abandonnes certains liens
pour justement, toi, être plus équilibré, ce sera mieux pour tout le monde. Mais il faut passer par ce sacrifice-là, il faut passer par cette difficulté-là. Et c'est ce que le film te rappelle enfin, qui est terrible, surtout dans un modèle de société qui n'est pas conçu pour ça, qui va amener du jugement à ça. Je crois que c'est Love Me Tender où c'était le sujet du film de est-ce que c'est bien d'abandonner ton enfant pour toi-même ou pas, et à quel point dans la société ça ne l'est pas amené, et à quel point c'est un sujet tendu, que c'est un sujet compliqué. Je crois que c'est ce film-là qui parlait de ça. Et dans ce film-là, La Femme 2, on retrouve une petite notion de ça en fin de film, et ce qui me parle beaucoup parce que c'est des questionnements que je me pose, parce que je trouve ça hyper intéressant comme débat. Tout ça pour conclure que La Femme 2, c'est vraiment très très bien, que je vous le recommande vivement, même si au début vous allez vous dire « Oula, qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Ça va être un peu long ». Et après, une fois qu'il y a l'élément, on va dire, perturbateur qui arrive, effectivement, le film prend un nouveau souffle et que toute cette introduction n'a pas été là en vain. Ça va avoir un intérêt pour la suite du film. Donc voilà pour La Femme 2. C'est le moment de parler du film rétro. Et le film rétro de cette semaine, c'est Amour. Alors je sais qu'habituellement je préfère parler d'un film qui est méconnu de films plus anciens, mais là, forcé de reconnaître que je l'avais juste pas vu. Voilà, Amour, on est très loin d'un film méconnu parce que c'est quand même un film qui va remporter la Palme d'Or au Festival de Cannes, c'est un film qui a été multi-récompensé et c'est un film qui est très reconnu de la part de la critique. Anne et Georges, deux professeurs de musique, coulent une retraite paisible dans leur appartement parisien. Un temps heureux avant qu'une petite attaque cérébrale ne frappe Anne. L'opération qu'on leur propose se solde par un échec et Anne est bientôt victime d'une seconde attaque. C'est le début d'un douloureux déclin pour elle et celui d'un difficile combat pour lui. Et c'était une expérience déroutante. Alors déjà pour commencer, le film commence avec ce plan séquence qui va tout de suite te mettre l'ambiance sur la finalité du film. C'est pas un spoil, c'est vraiment la première scène du film. Tu vois que on retrouve la femme morte dans l'appartement. On connaît un peu la finalité de l'histoire, on sait que cette femme-là va décéder. Et on enchaîne directement après sur quelque chose, sur un plan fixe, sur une pièce de théâtre où les gens s'installent et attendent le début de la pièce de théâtre. Et en fait, j'arrive pas à m'empêcher de me questionner sur ce que veut raconter ce plan-là. Parce que forcément, on filme le spectateur, on filme quelqu'un qui attend de voir l'histoire, on filme en fait quelqu'un qui est en attente de voir quelque chose. Et je pense que c'est un peu ce que raconte tout le film et c'est pour ça que cette scène est aussi importante, c'est qu'elle est aussi longue et surtout qu'on ne voit jamais la scène. Parce que c'est une forme un peu méta de te questionner sur ton propre rapport avec l'histoire et te dire ok, mais qui est le spectateur et qui est finalement l'acteur du film? Parce que peut-être le film est un rappel sur ce qui peut potentiellement nous arriver à nous en vieillissant, si on arrive à y arriver à cet âge-là. Donc c'est un plan que je trouve, en tant que connard prétentieux qui adore les métaphores, je trouve extraordinaire. Vraiment, je le trouve fou ce plan-là. Par ce qu'il me procure comme émotion et surtout par questionnement. Et la mise en scène du film est une sorte de mise en scène que j'apprécie tout aussi bien chez Koji Fukada, c'est-à-dire une mise en scène de je ne change pas de plan tant que ça n'a pas de sens. Donc il faut aimer se bouffer des longs plans séquences fixes de personnes qui ont des réflexions ou se posent des questions, parce que le film va être uniquement constitué de ça. Et je trouve ça passionnant par moments et d'autres fois je suis en mode ah putain mais il se renouvelle pas assez. En termes de mise en scène, par exemple, un truc que je trouvais hyper bien amené, c'était la première crise mentale chez Anne. Là, on vient avoir des chants contre chants assez basiques, mais en fait, ces chants contre chants viennent briser une certaine tranquillité qu'il y avait dans les plans d'avant. Là, on va avoir un rythme un petit peu plus soutenu comparé à ce qu'il y avait. Et en plus de ça, on va avoir un moment, on va briser la règle des 180, comme pour accentuer le fait que cette situation était anormale, la normalité de cette scène-là. Et je trouve qu'il fait toujours un beau contraste sur les scènes qui vont suivre, où il va filmer toujours de manière un peu plus large ces personnages qui sont extrêmement étouffés par la situation. Je trouve que le contraste entre ce qui se passe et ce qu'on voit est hyper intéressant sur ce que ça peut potentiellement raconter aussi, parce que c'est peut-être un personnage qui, on le voit, quelqu'un qui a une facette, un masque qui donne l'air que tout va bien. En plus, c'est un personnage qui est félicité pour le fait de comment il traverse ce que vit sa femme, alors qu'en réalité, au fond de lui, il a juste envie que ça s'arrête, il a envie de passer à autre chose, il a envie que ce ne soit plus une épreuve, ce truc-là. Et cette manière de mettre en scène, elle a l'air de emprunter un code d'un cinéma plus ancien, un cinéma qui me passionne beaucoup dans les années 1960 et encore antérieurement. C'est un cinéma qui est beaucoup plus lent, un cinéma qui va réfléchir son cadre de manière construite, parce que souvent on avait des caméras qui étaient très très lourdes et du coup c'est une vraie contrainte de devoir déplacer cette caméra là. C'est vraiment, ça coûte très très cher de faire des plans en mouvement et on n'avait pas autant d'outils qui nous permettaient de faciliter le mouvement comparé à aujourd'hui. Donc on avait cette nécessité et du coup ça nous forçait à réfléchir notre mise en scène de cette manière là, à créer des plans fixes. Et parmi les codes d'anciens films qui vient emprunter, c'est peut-être un code qui me dérange le plus sur un film contemporain, c'est le jeu
théâtrale. La manière dont ils ont de jouer, elle est absolument pas naturelle. Tous les acteurs du film ont une manière un peu théâtrale d'interpréter, qui peut revenir un peu au début du film. On peut se dire que finalement, ce qu'on est en train de regarder, c'est la pièce de théâtre, où ça questionne aussi ce rapport-là. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui avait plutôt tendance à me sortir du film, surtout quand tu n'épouses absolument pas tous les codes de ce vieux cinéma-là. C'est-à-dire que tu épouses le cadre, mais tu n'épouses pas le format, tu n'épouses pas le grain pellicule, tu n'épouses pas la qualité audio. Du coup, pour moi, c'est un peu trouver une sorte de demi-teinte qui est jamais complètement assumé, comme jamais complètement abandonné, et du coup ça a plus tendance à me sortir d'être dans ce entre-deux là. Mais voilà, c'est très personnel, mais je le dis, le jeu avait tendance à me sortir du film. Ceci dit, ça reste quand même une expérience de cinéma, avec un cinéma contemporain qui se veut de plus en plus rapide, de plus en plus accéléré dans son montage, dans ses axes, avoir un cinéma qui se repose, qui vient exploiter son cadre, il vient laisser ses personnages finalement jouer et s'exprimer, ça fait du bien de le voir. Après, loin de moi de sentir que tout est exceptionnel, notamment il y a des transitions qui passent pas très bien, comme la transition cauchemar à la réalité, elle est pas bien exécutée. Encore une fois, le film me questionne toujours sur ce rapport-là, qui est est-ce qu'on a besoin de procurer de l'ennui au spectateur pour que le film parle d'ennui ? Moi, je pense pas, mais le film me fait ressentir beaucoup d'ennui par moment, en me disant oui, en vrai, on pourrait quand même aller un petit peu plus vite, on pourrait quand même écourter certains passages, on pourrait quand même raconter la même chose dans un film plus court. Mais ça, est-ce que c'est mon œil de quelqu'un qui vit dans un cinéma en 2026, ou est-ce que c'est un ressenti vraiment péjoratif envers le film ? Je sais pas. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai un peu face à ce film-là. Et puis bien évidemment, là où il va être le plus intéressant, c'est sur sa fin que je vais pas vous dévoiler, mais qui va venir complètement rebattre les cartes, qui, je vous avoue à l'heure actuelle, je n'ai pas réussi à avoir une interprétation claire de mon côté en me disant qu'est-ce que ça voulait raconter. Est-ce que le personnage s'est imaginé ça après avoir fait ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il s'est imaginé ça parce que c'est lui qui en est finalement victime de ce qu'il croyait jusqu'ici être sa femme ? En fait, le film a été loin de me laisser indifférent, et il m'a pas laissé indifférent de manière péjorative, très loin. Par moments, vraiment, ça m'a énormément plu. Par moments, j'étais là à me dire, bon, faut avancer. Mais en tout cas, dans la finalité, je sais que j'ai vu un très grand film, que j'ai certainement pas reçu autant que beaucoup de gens l'ont reçu, comme une claque cinématographique absolue. Moi, je l'ai pas ressenti de cette intensité-là, mais il est bon de reconnaître qu'effectivement, c'est un très 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 bon film. Bon, bah voilà, on a fini l'épisode de ce podcast-là, pour cette semaine-là en tout cas. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Like, abonne-toi, tu sais ce qu'il faut faire pour soutenir cette chaîne si tu souhaites le faire. Je te dis à plus, ciao.